Alors, donc, chers amis, chers alumni, en cette journée d'ouverture du sommet de l'IA, c'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette table ronde dédiée à l'intelligence artificielle. Organisée par LFIP Alumni, l'IA, autrefois confiée au laboratoire de recherche, est désormais omniprésente dans notre quotidien, transformant profondément nos modes de vie, nos interactions et nos environnements professionnels. Avant de parler de l'IA, quelques mots pour vous présenter qui nous sommes. LFIP Alumni est une association loi 1901 créée en 2021. Elle réunit d'anciens élèves, professeurs, personnels et encadrants ayant un lien avec le lycée français international de Pondichéry. L'association propose diverses activités, notamment des événements, des groupes et clubs, ainsi que différents services sur la plateforme. LFIP Alumni est également très actif dans les actions de mentorat et d'accompagnement des élèves du LFIP. Pour vous présenter le lycée français international de Pondichéry, j'aimerais commencer par ces mots prononcés en 1955 par Nehru, Premier ministre de l'Inde, lorsqu'il visita l'établissement Pondichéry, fenêtre ouverte sur la France. Qui ne se souvient pas des annales du bac et des sujets de Pondichéry réputés difficiles d'ailleurs? Le lycée français international de Pondichéry, fondé en 1826, est l'un des plus anciens établissements scolaires français en Asie. Il accueille aujourd'hui environ 500 élèves de la maternelle à la terminale. En tant qu'établissement du réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, il propose les programmes officiels de l'éducation nationale française, tout en intégrant une forte dimension internationale. Cette approche pédagogique favorise l'ouverture culturelle et la réussite académique des élèves, les préparant à poursuivre des études supérieures en France ou ailleurs dans le monde. Après ce petit aparté, revenons à l'IA. Nos éminents intervenants, Morad, Sandana et Anand, partageront ce soir leurs perspectives sur les avancées récentes, les défis éthiques, les implications sociétales et les opportunités économiques offertes par l'IA. Je tiens à exprimer ma gratitude à nos 3 experts pour leur animation, ainsi qu'à vous, chers participants, pour votre présence. Votre engagement témoigne de l'importance que nous accordons collectivement à la compréhension et à la maîtrise de l'intelligence artificielle. Je vous souhaite des échanges enrichissants et inspirants tout au long de cette table ronde. Merci. Donc bonsoir à tous, merci Raj pour l'introduction. Donc on se réunit sur cette table ronde sur l'IA. Donc merci à Sandana et à Morad d'avoir répondu à mon invitation. Donc le thème de cet échange, ça va être vraiment l'IA a déjà commencé en fait. L'IA a déjà commencé, il y a eu la révolution de ChatGPT et tout. Et je ne sais pas si vous suivez un peu les actualités d'IA, mais chaque jour il y a une nouvelle feature, il y a un nouveau truc. Donc l'idée c'est un peu de situer où on en est et vers où est-ce qu'on va d'ici 2030. Voilà, c'est Morad qui a proposé la thématique, donc voilà. Donc, pour situer un peu, Sandana, il est directeur cybersécurité à Microsoft. Morad, il a fondé Qu'est-ce qu'il y a Consulting, mais aussi le programme Qu'est-ce qu'il y a. Donc lui, ce qu'il fait, c'est qu'il a des programmes un peu dans tous les banlieues. Il va aller chercher les jeunes talents, 6 mois de coaching sur l'IA, et puis il présente un produit fini sur l'IA à Vivatech. Et puis les lauréats sont sélectionnés et il les accompagne jusqu'à Los Angeles sur le campus là-bas pendant 2 semaines où ils s'éclatent. Et puis après, le but c'est de les faire scale up directement dans des gros postes à enjeu. Donc voilà, c'est la 3e saison, bientôt la 4e saison qui va être lancée. Peut-être tu veux dire un mot sur ce programme? Ouais. Du coup, on va se présenter. Alors merci à tous. Ça me fait bizarre de voir autant d'Indiens en une fois réunis. Et ça me fait très plaisir. Dans mon post LinkedIn pour lancer la thématique de ce soir, cette table ronde, mais qui ne va pas en être une, vous allez le voir, on ne va pas vous saouler pendant 1 heure, je veux que ce soit très interactif, je veux avoir votre avis finalement.
on est des experts, oui et non. J'ai 2 experts à mes côtés. Moi, je ne suis pas expert de l'IA. Par contre, je comprends cette techno et je lance des projets pour l'appliquer. Mais l'idée, c'est aussi d'avoir un peu votre avis et qu'on co-construit cette heure passée ensemble. Et du coup, ce que je disais dans mon post, c'est on polarise ce combat autour de l'IA entre les États-Unis et la Chine. Je pense qu'on a oublié l'Inde, en fait, dans ce... Alors, j'utilise une sémantique un peu guerrière, c'est pas forcément un combat, mais en tout cas, entre cette dynamique autour des nouvelles technologies. Et je trouve très intéressant toujours la posture de l'Inde. On fait pas de bruit, mais quand on est là, voilà, moi, je trouve ça très, très admiratif. Comme vous le voyez à tous, je suis français. Et du coup, de mon point de vue, voilà, moi je m'appelle Morad, je suis un ancien prof de maths. J'ai lancé une première start-up qui s'appelle Evolukid. On a été voir la transition digitale par le bas, par l'éducation. Moi, je crois beaucoup en l'éducation. Et j'ai 3 liens avec l'IA. D'abord, la première, c'est à travers Evolukid l'éducation. On lance en avril, suivez bien, vous allez le voir passer. On lance un programme qui s'appelle Creta Startup en 3 mois avec l'IA pour les 13-18 ans. En fait, apporter à cette jeunesse, à ces ados, tout ce que l'école n'apporte pas, développer des projets, les pitcher. Ils vont pitcher leurs projets devant des investisseurs et des entrepreneurs. Et les meilleurs projets, on les amènera avec cette deuxième verticale qu'on a, c'est le programme Qu'est-ce qu'il y a qu'a présenté Anand. On va dans les villes, on va principalement chercher des étudiants qui sont issus de quartiers, des quartiers populaires. Anand me disait qu'il avait grandi à Grigny, par exemple. Vous voyez maintenant où il est, c'est un chercheur doctorant. On a Oussama ici, là, qui vient aussi d'un quartier qui est maintenant alternant dans une grande banque. Il y en a plein comme ça. Et en fait, on prend des talents, on les fait développer des projets d'IA. Et les meilleurs projets, ils sont présentés d'abord en France à Viva Technologies. Et les 3 meilleurs projets, ils vont à la Silicon Valley, San Francisco. On a fait même Las Vegas cette année, au CES, plus grand salon de la tech en Europe. On a reçu un award de l'innovation. Et voilà. Et troisièmement, on a lancé ce qu'on appelle une ESN, entreprise de services numériques. On développe de l'intelligence artificielle pour les entreprises, de la TPE jusqu'au grand groupe. Donc voilà ce qu'on fait. Et merci encore une fois. Je laisse la parole à Sandana. Les Indiens, ils applaudissent pas trop, non? La méditation, c'est une danse tranquille, comme tu dis. Merci beaucoup. Donc, moi, je connais toute la partie indienne et je pense que je connais tes copains maintenant. À la fin, on va le connaître. Bon, je suis Sandana Krishnan. Je suis de Microsoft, mais aujourd'hui, je ne représente pas vraiment Microsoft. On prendra beaucoup d'exemples parce que ça fait 27 ans que je suis dans la boîte, je la connais bien. Et j'ai vu pendant la discussion, en attendant l'alarme et pendant 1 heure, entre les deux, on a quand même pu discuter un peu. Il y a eu des gens d'Oracle. Effectivement, j'avais fait aussi Oracle avant. Donc voilà, donc, je suis un petit peu dans ce domaine. Comme tu disais, l'IA, bon, c'est très sexy depuis 2 ans, 3 ans. Ça fait depuis longtemps qu'on en fait. J'ai des potes orléanais ici. Nous, on faisait de la recherche opérationnelle là-bas. Et bizarrement, moi, quand j'ai fini mes études à Compiègne, j'avais fait de l'IA. Et après, j'en ai jamais parlé, je crois. Oui, à Compiègne, on faisait de l'IA. Et pour ceux qui connaissent, on faisait du Lisp. Et les principes sont exactement les mêmes. C'est le moteur d'inférence. Pour ne pas rentrer dans le technique, il y a un moteur, il y a des données. Donc, on essaie maintenant, la chance qu'on a, on a beaucoup de données. Et on a des moteurs puissants, on a des processeurs puissants, mais les principes sont toujours les mêmes. Et les applications, ben, on en parlera. Mais en tout cas, je vous remercie de nous avoir accueillis. C'est super de prendre cette thématique qui est chère à nous tout le monde. Et nous, on croit beaucoup à ça, à cette thématique de l'IA. On est très positif là-dessus. Et on est aussi très content que l'IA, la France, organise le sommet. On ne sait pas trop de ce qu'on va parler, mais déjà, on est très bon dans les sommets. Bon, et c'est déjà un bon pas. Mais et effectivement, on verra bien. Et l'Inde est là. L'Inde est là, oui, j'ai vu. L'Inde est là dans le sommet. Donc, pour te dire qu'on est là. Et on en reparlera, je pense, parce qu'il y a DeepSeek, etc. Il y a aussi la position indienne qui est très très bien d'ailleurs. Elle est là, ils veulent avoir leur positionnement. C'est la première fois qu'ils disent ça, parce que dans les autres révolutions, ils ne l'ont pas fait. Il y a eu plusieurs révolutions, il y a la partie service, etc. On a pris, mais on a été toujours au service des autres. Okay. Ça ne veut pas dire qu'il faut être toujours au service des autres. Chacun a le droit quand même de se prononcer. Et là, il y a toute une révolution qui se passe. Les Indiens, quand même, depuis 10 ans, il y a beaucoup de choses qui se passent et qui ont envie de faire des choses. Et là, ils sont assez bien placés. Si vous avez suivi un peu les actualités,
tous les grands de l'IA se rendent en Inde. Et c'est super simple. Moi, je suis spécialisé dans la cybersécurité et on passe notre temps à dire qu'on a 5 millions de jobs qui vont se créer. Juste dans la partie cybersécurité. Et on n'a aucune idée qui va les produire. Aucune idée qui va les produire. Et les attaques qui sont là en ce moment utilisent tous l'IA. Depuis qu'on a mis l'IA depuis 3 ans, nous, chez Microsoft, par jour, on écoute 75 milliards de signaux. 75 milliards, c'est énorme. Et donc là-dedans, je viendrai un peu plus tard dans les falses positives, etc., il faut les trier. Donc vous ne pouvez pas le trier manuellement. Aussi simple que ça. Et dans ces 75 trias qui viennent de partout, il y a 300 organisations qu'on suit. Donc parfois c'est des États qui financent super bien la cyber pour attaquer les autres. Non. Tout le monde, on viendra sur le problème de défense cette année. Oui, il faut les attaquants, les attaquants, on va juste finir avec ça, les attaquants ne réfléchissent pas comme les défendeurs. Les attaquants, ils attaquent partout où ils peuvent. Toi, par exemple, si tu prends l'analogie d'une maison, tu vas dire, ok, je vais sécuriser ma porte d'entrée. Ils vont rentrer par la fenêtre. Tu vas sécuriser la porte d'entrée. Ils vont rentrer par le Velux. En haut. Tu vas sécuriser le Velux. Et ils vont rentrer par une lampe parce que tu as acheté un truc à 2 balles à Ikea et ils ont l'adresse IP. Ce qu'on appelle les défendeurs, on pense par une liste. Les attaquants, non. Ils veulent juste rentrer. Ils utiliseront tous les moyens et ils attaquent de brut. C'est toute la partie cybersécurité, l'AI est inclus. Mais bon, on va revenir là, tranquillement, mais ce qu'on veut voir, c'est quand même des applications positives. Notre rôle côté LFIP, c'est de voir nos jeunes qui sont ici, qui vont prendre position. Soit par l'entrepreneur, soit dans les entreprises, etc. C'est tout notre rôle, c'est d'ouvrir la tête de nos enfants, des filles aussi, pour venir, parce que nous, on a 1% de filles chez Microsoft, et on dit tapis rouge, venez, mes 2 filles sont jamais venues, mais bon, mais ceci dit, c'est super important, c'est génial, il y a plein de postes à prendre, et c'est très, très divers et varié. Donc voilà, mais avec ça, peut-être qu'on veut... voilà, on a pris une vidéo, alors je vais quand même faire une introduction, j'avais dit que je ne parlerai pas beaucoup de Microsoft, et évidemment, la vidéo, elle est de Microsoft. Ouais. Mais peut-être qu'il y a autre chose. Juste avant... Ouais, fais ça et après, je prends la vidéo. C'est pas parce que c'est indien, mais ça tombait bien pour la LFIP, donc je me suis dit je vais prendre cette vidéo qui donne une bonne idée des applications aujourd'hui qui sont produites dans le monde déjà. Donc ça fait que 2 ans qu'on est vraiment... Labor shortages by programming machinery with human language instead of programming language. And city employees are helping tourists experience one of the world's most ancient cities in an entirely new way. In Asia, aqua farmers are improving their fishing yields.
and teachers are creating more engaging lesson plans in less time. In South Africa, a university has reduced the time it takes to enroll new students as they scale. In South America, researchers are now able to identify endangered species faster than ever as they race to preserve the rainforest. And entrepreneurs are helping people make healthier choices about what they eat. And in the United States, educators are finally turning the dream of a personal tutor into reality for everyone. Stories like these inspire me. They demonstrate what is possible when we amplify human achievement with technology. Because this era is not just about AI doing magical things, it's about how each of us can use AI to realize our potential. And I'm looking forward to how we build on this promise in the year ahead. Thank you all so very much. Un petit commentaire, Sandana, sur... Oui, non, mais c'était juste pour vous montrer toutes les applications qui existent déjà. Et vous pouvez imaginer, on n'avait même pas besoin de la vidéo, mais ça donne en fait l'amplitude. Et c'est pas juste en Amérique, aux États-Unis. En fait, j'aimais bien la vidéo, c'est par un hasard, ça va commencer par la France, hein, c'est pas quand même Bernard Curie, et tout le monde s'approprie. C'est vrai, mais avec la présentation, on va peut-être un peu plus approfondir comment ça évolue et comment ça se positionne. Ce que je vous propose, 1 heure c'est rapide, mais en même temps c'est long. Au-delà d'un format un peu conférence, on dirait on fait une conférence de presse. Non, ce que je vous propose, c'est que moi je lance les sujets, je vous interroge, et que ce soit un petit peu dynamique. Est-ce que ça vous va ou pas? Oui. Est-ce que ça vous va ou pas? Oui. Ah, c'est bon. Du coup, Anand, il a commencé, je reviens même avant, avec l'intelligence artificielle. Qui pourrait justement me donner une définition de ce qu'il a compris lui avec l'IA, et ensuite les experts, donc plutôt lui sous l'angle de la définition un peu théorique et tout ça, et peut-être sous l'angle toujours un peu de la cybersécurité avec Sandana. Alors voilà, donc je vous écoute. Qu'est-ce que vous avez compris vous de l'intelligence artificielle, avec des mots? Je vais faire comme les profs, ouais. Alors, en même temps, si t'es expert de l'IA... non, je ne suis pas expert. En fait, question intéressante. Avec des mots simples. Hein. Ouais. Moi, j'ai pas compris ce qu'est l'IA. Okay. Moi, j'ai pas compris. Okay. Et je vais refaire un peu l'histoire qu'a fait Sandana, on est de la même génération. J'ai compris la big data, par exemple. Tu vois, ça, je l'ai compris. Okay. J'ai compris que en mettant toutes ces datas dans un même panier, on pouvait faire beaucoup de choses, c'est des millions d'analyses. Mais de là, cette appellation d'intelligence artificielle, voilà. Qu'est-ce qu'on entend par là? Ouais, par là. Moi, je. Okay. Super, merci. Merci. En fait, on le voit avec le test de Turing, ce qui est un des premiers exemples. Le test de Turing, c'est est-ce qu'on peut remarquer que c'est une machine qui est derrière par exemple, une réponse au téléphone. Mais là, par exemple, on a des détecteurs pour la génération de texte. Est-ce que ça a été généré par une IA? C'est de mieux en mieux fait. On fait des CV avec, on fait un peu tout. Il y a des IA qui répondent verbalement. On peut faire pas mal de choses. Moi, je pense qu'on est à un niveau là où le test de Turing il est plus que passé. Et on ne sait même pas vers où on se dirige. Vous allez voir, on a complété les réponses et à la fin, on aura une bonne définition de l'IA. Donc Turing, grand mathématicien des années 50, qui teste est-ce que voilà, on peut reproduire la réponse humaine. Ok? On peut reconnaître. Est-ce qu'on peut reconnaître que c'est une machine qui est derrière? C'est une machine qui répond pas. Ouais? Oui, je dirais, moi, simplement, pour eux, c'est une manière, on essaye de reproduire ce que fait le cerveau humain. De reproduire même, voilà. D'accord. Madame qui acquiesce. Toujours pareil, il y a 3 hommes qui répondent, donc il me faut 3 femmes. Ouais. Mesdames, l'IA, oui. C'est l'analyse de phénomènes ou autres à partir d'informations qu'on peut trouver sur Internet ou autre. Donc l'analyse d'informations à partir de data en fait. Data, je voulais venir, data, ok. Et qu'est-ce que j'ai appris? C'est IA, ça facilite notre vie, tout simplement. Et donc l'application, voilà, le but c'est de faciliter la vie. Okay. Une troisième femme, voilà. Voilà. On y est. Non, c'est d'un point de vue philosophique plutôt, Okay. de ne pas avoir peur. Vous voyez, c'est plutôt un outil qui vient, c'est de le voir comme un outil, une aide pour aller plus vite, mieux et
voilà, là où on perdrait du temps, il nous a une aide technologique. C'est à faciliter Ok. Et de ne pas avoir d'appréhension, mais plutôt le prendre comme un outil pour s'améliorer, aller plus loin, plus vite. Ok. On a l'air quand même, ouais. Je peux laisser. Vas-y. Je dirais que l'idée, ce serait de prioriser des tâches à haute valeur ajoutée et minimiser, prioriser, donc laisser contrario, automatiser des choses, les améliorer, etc. Exactement, et laisser de côté du coup la faible valeur ajoutée dans le quotidien. Moi aussi j'ai une question un peu philosophique. Je vous dis, est-ce que à l'allure où on va, est-ce que l'IA pourra engendrer sa propre conscience? Ok. L'IA forte. Comme les humains. L'IA décisionnelle, etc. Ok. Donc avant de parler d'IA générative, resituer vraiment une définition un peu claire de ce que c'est l'IA. Comment ils peuvent répartir avec... donc l'IA, c'est... Maintenant, ensuite, Sondana. C'est quoi l'IA? C'est quoi l'IA? Donc je vais rebondir sur ce qu'a dit Yves, parce qu'il le voit vraiment comme une boîte noire. Il a bien compris ce qu'était la big data, mais pas l'IA. Alors l'IA, le père de l'IA, c'est Yann Lequin. Il va venir au sommet de l'IA d'ailleurs. C'est lui qui a inventé en fait la plupart des concepts matheux derrière. Donc le but, c'est de comprendre comment nous, humains, on va apprendre. Donc, imaginons vous avez votre enfant de 2 ans, 3 ans, vous lui apprenez à différencier un chat d'un chien. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lui montrer des exemples. Vous allez dire, ça c'est un chien, ça c'est un chat. Nous les humains, si on nous montre un chat et un chien, normalement on est capable de généraliser. L'IA, malheureusement, elle n'est pas capable de faire ça. Ok? Donc c'est pour ça qu'il y a la donnée derrière. Il faut montrer des milliers, voire des millions de données. Et après, derrière, c'est des modèles mathématiques, mais qui sont bio-inspirés en fait. C'est-à-dire comment nous, on fonctionne au niveau du cerveau. On va essayer d'en faire une modélisation entre les maths et l'informatique pour que l'IA soit capable d'apprendre. Et puis il y a toujours cet effet-là que je dis, c'est que l'IA ne peut pas rivaliser avec l'humain, parce que nous, encore une fois, un exemple ou 2 exemples nous suffisent pour généraliser. L'IA, elle n'est pas capable de généraliser. Et même quand il vous dit que c'est un chat ou un chien, c'est un chat ou un chien pour lui, mais à 80%, à 75%, etc. etc. Et c'est pour ça que parfois on parle de biais, mais parfois c'est souvent nos propres biais en tant qu'humains qui apparaissent dans la donnée que l'IA va apprendre en fait. Vous voyez? Et donc voilà, donc l'IA, c'est toute cette boîte noire de modèles mathématiques et informatiques qu'on a essayé d'implémenter avec beaucoup de données. Et le fait est de rajouter de plus en plus de modèles. Donc au départ, on a essayé de modéliser la vue, après on a essayé de modéliser l'attention, et puis en mettant beaucoup d'attention, il est devenu à être super intelligent, et on a eu ChatGPT, etc., etc. Donc voilà. Pour compléter? Oui, c'est ça, pour compléter, parce que ça fait quand même 5 minutes qu'on essaie de définir l'IA, donc la question de Yves était très bonne. C'est en fait comment tu définis l'IA? Moi j'apprends, moi je ne saurais même pas le définir, donc, et je rentre même pas, mais il n'y avait pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse, il n'y avait même pas de bonne question ou mauvaise question là-dedans, parce que c'est quand même la continuité de tout ce qu'on est en train de faire. Effectivement, il y a les données, le fait qu'il y ait beaucoup de données, on arrive à automatiser. On n'a pas commencé à automatiser hier. Turing, c'est un très bon exemple, c'est là que ça avait démarré. Et donc, tout ça, c'est une bonne continuité. Si on avait eu cette techno il y a 30 ans, on aurait peut-être pu y faire. Donc, il y a un moment donné, on a pu avoir les bases de données, surtout qui sont venues dans le cloud, qu'on a pu centraliser, et on peut mettre des process pour commencer à aller vite. Et il n'y a pas une seule intelligence, il y a la partie visuelle, il y a la partie, effectivement, reconnaissance de son, de voix, il y a aussi la partie reconnaissance de texte. On a commencé par le texte parce que c'est plus facile, on pouvait rentrer. Maintenant, il y a la vidéo, il y a le son, etc. Tout ça fait qu'on arrive à une intelligence collective qui est assez intéressante. Excellente question, est-ce qu'il y a une conscience? Donc ça, c'est encore un autre débat. Mais effectivement, je suis sûr que la semaine prochaine, ça va faire beaucoup de discussions là-dessus. Parce qu'il y avait, j'ai entendu quelque part dans un truc de Spotify, il tapait IA. Très rapidement, on arrive. Il y a une chercheuse française qui disait l'IA, la différence dans sa définition, c'est qu'il n'y a pas de conscience. Et c'est important. C'est important, c'est pour les gens qui avaient les questions philosophiques. C'est super important parce qu'effectivement, on est arrivé à une vitesse aujourd'hui que même un certain nombre de chercheurs d'IA se disent ralentissons. Hallucination, tu en avais parlé de biais, hallucination, c'est 2 mots que vous allez entendre souvent. En fait, la conscience, à proprement dit, elle l'a pas, mais on peut lui donner. C'est plutôt ça. Dans ce sens-là, la conscience, je pense que c'est pas réellement une conscience. Parce que
qui est derrière, c'est des modèles mathématiques. Ouais, bien sûr. C'est des probabilités. C'est ça. Pareil pour le texte, c'est des probabilités que le mot suivant soit celui-ci. C'est des probabilités, donc je pense pas que ce soit réellement une conscience, pas qu'on la conçoit pour un humain. Merci Yacine. Ce que je vous propose, c'est d'enchaîner sur la suite. Donc on a défini plus ou moins ce que c'était l'IA. Je vous pose la question dans cet ordre. Et pour vous, qu'avez-vous compris en fait de l'IA générative? Et c'est quoi la différence entre l'IA qu'on a définie? Voilà, il y a des données, des modèles mathématiques pour faire des prédictions, pour faire donner des voilà. Maintenant, pourquoi on parle maintenant d'IA générative? Parce qu'elle produit justement du texte, de l'image, du son à partir de data. Parce que maintenant, l'IA elle produit, elle génère, etc. Ok? Automatisation. Qui a dit ça? Automatisation, d'accord? Et des mecs sont... Elle génère parce que nous, on se demande. Elle ne va pas le faire tout seul. Elle génère parce que nous, on demande, d'accord? Une interaction avec l'humain. Une interaction avec l'humain. Ok. Ok. Expert. IA générative. IA générative maintenant, c'est quoi le nouveau game? Nouveau game, bah, c'est ChatGPT, je pense. Vous avez tous testé, j'imagine. Vous avez fait. Non. Non. T'es sûr que t'as pas testé alors que t'as programmé des trucs dessus Alors, Ok. Donc, Donc, nouveau, depuis 2 ans. ce qu'il y a de nouveau, c'est que c'est devenu votre assistant personnel. Moi, j'ai commencé avec Iron Man et Jarvis. Je crois que vous avez d'autres exemples. Bah, ça y est, on est à l'ère de Jarvis. Moi, il m'accompagne tous les jours. Tous les jours, le matin, je lui pose des questions. Il est capable de comprendre, de trouver la logique dessus et de générer du contenu, de la veille. Il est capable d'aller sur Internet, se renseigner. Donc, c'est ça la grosse révolution de l'IA générative. C'est qu'on est capable maintenant, entre guillemets, ça fait l'interface entre des millions de données et vous. Donc, avant, c'était Google avec le moteur de recherche. Et là, il fallait vraiment définir ta recherche précise pour atterrir sur un site web. Bah là, tu peux atterrir sur une idée, sur un concept, grâce à cet outil qui est l'IA génératif. En fait, c'était une bonne question. Il y a eu beaucoup de bonnes réponses aussi là-dessus, parce que la définition que vous avez donnée était pas mal quand même, parce que c'est quand on fait Generative AI, là, c'est beaucoup plus précis que l'IA. C'est parce qu'on ne se perd pas. Il vous produit un texte que vous pouvez réutiliser, que vous pouvez réalimenter. Ça peut être des vidéos, etc. Et il se base sur beaucoup de données. Là, on n'est plus, nous, on distingue deux parties. La plupart des constructeurs maintenant d'IA distinguent deux parties. Une partie, on va dire, privative pour les entreprises, qui seront sur leurs données, et la partie, on va dire, grand public, où on pourra faire des textes et qui va aller taper sur toutes les données qui existent dans le monde. Et c'est impressionnant, en fait. Donc, ça peut aussi aller dans des bibliothèques numérisées. Ça peut aussi aller dans vos données non sécurisées, et qui peuvent aussi, tous vos images WhatsApp, machin, qui sont circulées, qui n'ont pas été sécurisées, et qui sont dans le domaine public, s'ils le sont, ben voilà, ça va sortir dans les requêtes aussi. Donc c'est intéressant. C'est aussi les règles qu'il faut mettre, effectivement. J'ai une possible. On voit pas un Ouais, pas l'expert, mais on peut faire la distinction suivante. L'IA globale, c'est l'IA globale, et l'IA générative, c'est un sous-domaine de l'IA. C'est une question importante parce que dans l'IA même, on a plusieurs types d'IA, et l'IA générative en fait partie. C'est exactement ça. Et du coup, justement, dans l'IA générative, on parle des familles d'IA générative. Vous me les citez? Là c'est un peu moins, c'est pas des définitions, mais du coup, les familles d'IA générative, on a quelques exemples. Regardez pas. Et c'est bizarre parce que quand je dis regardez pas, vous regardez. Le cerveau humain. Du coup, les IA génératives. Après, il y a le texte, la vidéo. On n'a pas toutes les réponses, etc. frérot. Mais il y a quelque chose. Il y a TikTok, la maison mère de TikTok, qui vient de sortir un modèle qui génère. Multimodal. Un modèle multimodal. Ouais. Il génère de la vidéo avec du son. Parce que là, les vidéos qui sortent, elles n'ont pas de son. Et ça. Ce modèle-là, il a réussi. Bon, il est encore au niveau de la recherche. Mais on se dirige vers des modèles multimodaux. Du coup, pour récapituler, avant qu'un an après nous théorise tout ça, donc on a les IA de texte, comme ChatGPT, Claude,
Perplexity, DeepSeek, Mistral, etc. Les IA vocales. Aidez-moi ensuite. Ouais, Siri, par exemple, exactement. Ensuite. Bixby. Ok. Ensuite, GPT Voice. Donc, texte, vocal. On aurait quoi d'autre? Image. Quand on dit image, on dit vidéo en général, parce que les vidéos, c'est une image. Et une quatrième? Son. Non, enregistré. Son. Ouais, bien sûr, c'est ça. Voilà. Tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Donc, toutes les IA génératives, entre guillemets, au début, c'est la même chose. Ça va se connecter à une base de données où elle a appris. Et c'est là, en fait, la différence, c'est comment on apprend sur du texte, comment on apprend sur une image, comment on apprend sur du son. Et puis après, il y a toute la partie génération où, en donnant un contexte, elle va être capable de comprendre certains liens et de vous régénérer ça. Donc ça a commencé avec ChatGPT, après on a eu Copilot, on a eu Gemini, tout le monde a fait son IA de chatbot. Après, c'est vrai que sur la génération de texte, on est plutôt arrivé sur un bon résultat. Je ne sais pas ce que vous en pensez là, si vous utilisez ça au quotidien. Sur la génération d'images, c'était pas top au départ. Je ne sais pas si vous vous souvenez des personnes qui avaient 5, 6 doigts, etc. Bah, franchement, testez Grok.ai, c'est l'IA de Twitter. Si vous voyez des images un peu fake, ou vous voyez Trump serrer la main à Poutine, ça vient de là, quoi. Ça vient de là. Et il faut faire très attention à Grok.ai parce que Elon Musk, c'est Elon Musk qui a développé derrière ça, il a fait vraiment un boom sur la génération d'images, quoi. Maintenant, tu fais plus la différence entre une image IA ou autre. Ensuite, sur tout ce qui est génération de voix et vidéo, on est un poil en retard, mais ça va pas tarder à changer. On a GPT OpenAI Sora, où on arrive à générer de la vidéo. Ce que tu as dit, toi, par rapport à TikTok. Donc bientôt, on n'aura que des influenceurs IA. On sera plus là, quoi. Donc, voilà. Pour faire la transition, je te pose une question. En termes de cybersécurité, qu'est-ce qui est un peu le plus dangereux? C'est plutôt du texte, de la voix, de l'image, de vidéo. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? En fait, il n'y a pas un truc qui est plus dangereux que d'autres. Ils sont tous dangereux. Par exemple, nous, on montre une vidéo d'un cas précis. Donc, le nom du client, on le taira parce qu'il est en France. Mais c'est super, c'est le chef, c'est le CFO qui a reçu un appel du CEO en demandant d'en payer une facture. Et c'était un vidéo call complètement fake. Et donc, ça, effectivement, ils ont fait le paiement. Il n'y avait aucun moyen de se connaître que le gars qui a appelé, c'était pas le mec, ni sa voix, etc. Tout était fake. Aujourd'hui, on en est là, de toute façon. Donc, voilà. Donc, ce genre de cas, il y en aura de plus en plus. Donc, cybersécurité, bon, il y a ça, mais il y a aussi des trucs un peu moins sexy, mais c'est tout autant important que il y a des comptables ici, experts comptables, voilà. Les experts comptables, je ne sais pas comment ça se passe dans les boîtes, ben, il y en a pas mal qui ont ce problématique de paiement. Parce que avant c'était des mails, des fax qu'on recevait pour des paiements. Exactement. Mais je ne savais pas qu'on allait jusqu'à une vidéo. C'est effrayant. On y est. Parce que la voix est très facilement falsifiable. Victime de ça, enfin pas victime, j'ai réagi. Mais on a eu des cas où le mailbox du patron était piraté, il envoyait un mail en disant un peu de trucs. Mais après, ça dépend de la taille des boîtes. Dans des grandes boîtes, il y a une gouvernance financière. D'accord. Moi, j'ai jamais payé quelqu'un parce que mon patron, il me disait, on voit 100 000 € de dividendes d'avance sur dividende à un tel associé qui n'existait même pas, tu vois. Donc, après, voilà, il y a des gens qui vont s'exécuter tout de suite. Il y a des gens qui vont réfléchir avant de s'exécuter. Mais là, la vidéo, ça fait peur parce que quand tu vois le patron et qu'il te le demande, tu mets toutes tes procédures. Tu vérifies pas parce qu'en fait, c'est le produit déclencheur. C'est pour ça qu'ils prennent ce genre de truc. Parce que même un collègue. En fait, pour me couvrir, j'aurais enregistré la vidéo pour me dire voilà, c'est ça mon bon de commande. Il m'a dit de payer. J'ai payé, quoi. Moi, je suis couvert, mais quand il y a une vidéo comme ça, c'est vraiment effrayant. Donc voilà, dans le monde de cybersécurité, c'est pour ça qu'il devient de plus en plus important, c'est de détecter
Donc, qu'est-ce qui est un false positif, etc. J'en parlais tout à l'heure. On aura besoin de beaucoup plus d'outils maintenant. Parce qu'effectivement, ils seront de plus en plus pros. Ça, tu pourras pas, ils utiliseront les mêmes outils, voire plus. Il faut juste prémunir de ce genre de cas, peut-être un peu extrême. Mais par rapport à la question, le vidéo, le son, etc., tout est là. Tous les outils sont là pour falsifier des choses. D'ailleurs, vous n'avez pas reçu des appels pour les aides de l'État avec une voix, non? Si, tous les jours. Maintenant, c'est une voix humaine qui vous parle et tout. Bah, d'ailleurs, c'est une IA en fait. C'est une IA. C'est un numéro portable. Oui, c'est un numéro portable. Il y a une voix féminine qui vous dit oui, vous avez. Bonjour, voilà, bonjour, vous avez oublié et tout et tout. Bah là, c'est une IA en fait. C'est une IA qui est branchée derrière pour faire ça. Donc voilà. Et si vous lui parlez et vous continuez à lui parler, elle est capable de générer la suite de la conversation jusqu'à récupérer votre déclaration d'impôt pour eux faire leur bidouille et récupérer des sous sur votre dos. Donc voilà, faites attention. Mais c'est très positif. Hein, oui, c'est très positif. C'est moins crédible. Donc voilà. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer là un petit peu ce que c'est la notion de prompt? On entend souvent là, on va prompter l'IA. Voilà, explique-nous tout ça. Donc, le but du prompt, je pense que tout le monde sait ça, mais je vais quand même faire un récap. Le prompt, c'est comment on va saisir de l'IA générative, comment on veut l'expliquer, etc., etc. Donc moi, j'ai une collègue au TRAF qui est bibliothécaire, elle m'a dit l'IA, j'arrive pas du tout, ChatGPT, j'ai pas compris. Mais j'ai dit, mais comment ça? Comment ça, t'as pas compris? C'est simple. Et elle me dit, non, mais il répond à côté de la plaque. Bah, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle prenait un chat, elle posait une question, et elle affinait pas tant que ça la recherche, elle continuait pas à poser d'autres questions, etc., jusqu'à avoir les résultats qu'elle voulait. Elle ouvrait un nouveau chat, elle l'a fait 2-3 fois, et puis elle a dit stop. Parce qu'elle pensait que c'était comme Google, où on fait une recherche, et c'est bon. Non, l'IA générative, ça s'affine en fait. Ça s'affine. Et donc, si la réponse qu'il vous donne ne vous plaît pas, c'est à vous de donner un feedback continu. C'est-à-dire, voilà, vous lui demandez de rédiger un mail, il va utiliser du tutoiement, bah, c'est à vous de dire non, utilise du vouvoiement. C'est à vous de mettre tout le contexte. Si vous ne mettez pas de contexte, si vous affinez pas au fur et à mesure, il ne sera pas capable. Moi, en général, sur ChatGPT, je dois faire au moins 4-5 essais avant de produire le résultat qu'il veut. Donc voilà. Peut-être plus tard, avec un peu de chance, avec vos données personnelles, ils arriveront à faire en sorte de réduire ça en 2-3 coups, ils vous répondent directement. Mais pour le moment, il faut toujours tester, affiner. Donc toujours formuler un objectif clair, ajouter des contraintes et des précisions, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez comme sortie, tutoiement, vouvoiement, beaucoup de contexte, etc., etc. Et puis si la réponse ne vous plaît pas, vous vous arrêtez pas là, vous continuez. Vous continuez 3-4 fois et puis ça va marcher. Donc voilà. Oui, Yacine. Lui faire générer un prompt. Tu peux aussi. Ouais, parce que c'est ce que je fais, par exemple, quand c'est pour de l'image. Là, pour de l'image, je lui fais générer le prompt. Je ne vais pas me casser la tête à écrire un prompt avec beaucoup de détails. Je vais plutôt lui faire générer un prompt et l'utiliser. Plus tard, oui. On peut interconnecter des IA, on en parle juste après. Une question peut-être anodine. Qui utilise l'IA quotidiennement? Pour faire quoi, par exemple? Ouais, pour faire quoi? Pour faire une synthèse d'un document, un résumé d'un document. Et avec quel outil? Avec ChatGPT. ChatGPT, d'accord. Gisèle là-bas? Je l'utilise pour tout en fait. Ouais. Franchement, ChatGPT, c'est incroyable. Je l'utilise pour faire des comptes rendus de réunion. Je l'utilise parfois pour faire mes posts sur LinkedIn, parce que je fais beaucoup de LinkedIn. Je l'utilise pour avoir des débats philosophiques sur des sujets et autres. Je lui dis de mettre dans une situation, il se met dans la situation. Donc pour tout. Et ma question, du coup, il y a un business, je vois que ça se dans un business, ils vendent des paquets de prompts. J'ai jamais compris comment on pouvait vendre ça et en quoi c'était complexe de prompter soi-même ChatGPT au point de devoir acheter des prompts. Des prompts, c'est des questions. Dans les facs, ouais, c'est des questions. Les prompts, c'est les questions qu'on met dans ChatGPT. Par exemple, on dit tiens, je vais faire une présentation d'IA. Il y a les gens de LFIP. Donne-moi les 10 points que je dois donner. Et il m'a donné les 10 points. Et donc, je dois définir c'est quoi LFIP, pourquoi c'est important, c'est Pondichéry, et il faut le diriger. Et je l'ai vraiment fait aujourd'hui en faisant un test. C'est vrai que ça marche bien. Après, bon, c'est à nous de guider. Et le prompt engineering, bah, dans les facs,
Maintenant, je ne sais pas si vous avez vu, un des modules dans toutes les facultés dans le monde qu'ils utilisent, ça s'appelle un prompt engineering. C'est l'art de faire des prompts. Et c'est pas si simple que ça. Parce qu'en fait, tout là, les entreprises, quand ils utilisent, prenons l'exemple de chef comptable. Il va faire des rapports. Donc là, la preuve, j'invente quelque chose, je sais qu'il y a des experts comptables, je vais dire des bêtises, mais juste pour soyez pour bienveillance, j'essaie de trouver des exemples comme ça à la volée. C'est l'histoire, c'est de faire des rapports. Quelqu'un vous demande un rapport, vous allez dire, voilà, j'ai besoin de ça, trouve-moi toutes les factures non payées qui datent de 3 mois. Il va vous donner des factures. Après, vous allez dire, je veux toutes les factures qui dépassent une certaine somme. Et après, vous allez dire, je veux les top clients. Donc ça part un peu dans tous les sens, mais il va vous affiner de ça. Mais vous allez vous rendre compte, dans une entreprise, il y a toujours des trucs récurrents qu'on vous demande. C'est 80% du boulot, il y a 20% qui sont spécialisés. Les 80%, vous le savez. Donc on peut faire un prompt book. Je prends le domaine de cybersécurité. C'est assez complexe. Vous prenez une entreprise moyenne, ils ont plein... dans votre entreprise, vous pouvez imaginer tous les portables que vous avez, les ordinateurs que vous avez, les serveurs que vous avez, les applications que vous utilisez. Première question que je pose quand je vais chez le client, combien d'applications vous avez? Personne n'a la réponse. Personne ne sait dans les grandes entreprises combien d'applications. Et donc, quand vous voulez sécuriser tout ça, et quand vous voulez, il y a un problème, vous êtes attaqué, vous ne savez pas par quel bout commencer. Le SOC, comme on appelle, c'est le Security Operations Centers, ils ne savent pas. Vous voyez dans les films où il y a plein d'écrans et ils essaient... les écrans, c'est super parce que ça monitorait déjà, vous savez ce qui se passe. Mais derrière, il faut le suivre. Et là, les prompt engineers, quand ils arrivent, il faut interroger. Là, avec toute l'intelligence artificielle, c'est sympa. Donc, on sait quelles sont les applications, où se trouvent les problèmes. Ça fait déjà une première synthèse. Ça vous facilite, hein, ça vous fait 30-40%. C'est pas, tout le boulot n'est pas fait. Mais ça, il faut un prompt engineering. Donc, c'est l'art d'interroger ces systèmes. C'est un petit peu ça et ça va se développer de plus en plus. Ça va vous accélérer les choses. Donc, c'est un truc, ça va se développer. Il y a beaucoup d'entreprises et j'encourage les gens qui vont dans ce domaine peut-être de réfléchir à ça parce que c'est de l'IP que vous allez créer et les gens vont se l'arracher probablement. Oui, juste pour rebondir sur un point, peut-être ça ouvrira le débat pour après, ou je sais pas. Ouais, vas-y Jerry. C'est que moi je suis chef de projet aussi, consultant, je travaille dans une banque actuellement. En tout cas dans le domaine bancaire, c'est impossible d'accéder depuis les PC portables aux intelligences artificielles. Il y avait copilote au début, ils l'ont fermé aussi, j'ai tout cherché, on ne peut plus accéder. Donc aujourd'hui, je me dis que les entreprises font un peu semblant, parce qu'il y a des histoires de données qui peuvent être partagées et fuitées, ils ne savent pas comment gérer ça, elles ont peur. Mais je me dis que demain, celles qui ne rentrent pas dans le mouvement, qui sécurisent ça et qui n'utilisent pas l'IA, elle ne pourra pas en fait concurrencer. Donc je ne sais pas si c'est dans beaucoup de grosses boîtes, mais en tout cas dans les banques, c'est fermé. En fait, quand on met Copilot, c'est la première chose que les gens font. Nous, les gens qui ont mis le Copilot, ils ont fait le pilote. Ils ont mis ça en œuvre. La première question, c'est quels sont les salaires des dirigeants. Et paf, quand on s'en sortait, évidemment, l'application était fermée. Ce n'est pas lié au copilote. Le copilote, il va interroger tout ce qu'il peut. Donc, l'art de protéger les données, c'est un autre domaine. Effectivement, on a dit peut-être rapidement, l'IA, il y a un moteur d'inférence, c'est celui qui va les chercher, et il y a les données. Si les données ne sont pas sécurisées, voilà, c'est comme dans une maison, si la porte n'est pas fermée à clé, et vous n'allez pas tout fermer non plus. Si vous ne fermez pas la bonne porte ou vous ne mettez pas un coffre, elle est accessible pour tout le monde. Si la porte principale est ouverte, tout le monde arrive et tout le monde récupère. C'est ça qui se passe. Ok. Rapidement, pour répondre à Djilali tout à l'heure, comment on peut vendre des prompts d'IA? C'est pour gagner du temps, tout simplement. Quand on était chez Microsoft à San Francisco, là, ils nous ont fait faire un exercice. Ils nous ont donné une tasse, un mug blanc, et on devait réaliser en fait un dessin. Et dans l'atelier, elle nous a donné un prompt. Voilà, ce prompt, faites un copier-coller sur, voilà, et faites-le. Il y en avait un d'entre nous qui avait pas, il suivait pas le temps cool, il est venu et puis il a essayé de prompter ChatGPT et au bout de 15 minutes, je sais pas, j'arrive pas à voir le résultat, comment t'as fait? En fait, il l'avait pas vu. Je lui dis frérot, regarde, le prompt, il est là. Et tu vois, on te donne le prompt, c'est quelqu'un qui a passé du temps à affiner sa recherche. Et si tu veux, tu vois, il y a des prompts stratégiques et c'est juste un gain de temps, tout simplement. Même si l'IA en soi, ça fait gagner du temps, mais tu as vraiment le fait d'affiner, tu vois ça.
Les deux questions, laissez un peu les femmes, mais après... Non, vous n'avez pas levé la main? Ok, vas-y. Non, en fait, c'est pas seulement un gain de temps, parce qu'il avait souligné déjà ce point. C'est pas seulement qu'un gain de temps, c'est un gain d'argent. Un gain d'argent, parce que chaque fois qu'on prompte, dans les versions pro, c'est de l'argent. Ouais, ok, d'accord. Donc là, c'est une économie d'argent, plus on économise sur... Chaque requête, en fait, tu vois, voilà. Ok, d'accord. Oui, voilà, oui. Je disais finalement, le prompt engineering, c'est la connaissance d'un jargon technique, donc c'est l'expertise métier, quelque part. Ça peut être, typiquement vous êtes expert sécurité, vous pouvez être prompt engineering dans votre domaine, j'imagine. Exactement, c'est vrai que ça va se verticaliser. Donc il y a une notion de... La première vidéo montrait plusieurs entreprises dans plusieurs secteurs. Si je prends l'exemple healthcare, tout ce qui est santé, effectivement, ils ont leur propre jargon. Les gens de molécules, les gens de tout ce qu'on voit ici, ils ont leur propre jargon. La finance, ils ont absolument leur jargon. C'est vrai que ça sera par industrie. Justement, j'avais rebondi sur un post LinkedIn. Moi, je pense que dans quelques années, sur vos CV, il y aura une partie hard skills ou soft skills, où il y aura une partie IA. Ça va être obligé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Il y aura une partie où vous devez être expert, prompt de votre domaine, healthcare, cybersécurité, etc., etc. Alors, je ne sais pas encore si c'est un hard skill ou un soft skills à développer, mais ça, j'avais posé une question sur LinkedIn, bon, personne n'a répondu, mais si, je vous laisse rebondir là-dessus si vous voulez. Donc, voilà. On enchaîne. Alors, les différents outils d'IA générative, avec quelques exemples. Tout le monde connaît ChatGPT, je pense. D'accord. Et c'est marrant parce que quand on posait la question il y a juste 1 an, et on voyait que voilà, il y a 2 ans, il y avait à peine sur 100, il y avait 15 mains qui se levaient, puis ensuite la moitié, là, tout le monde a expérimenté. Qui était là jour 1 de ChatGPT? Jour 1. Jour 5. Jour 5. C'était quand? C'était quand? La première semaine, la deuxième semaine. C'était quand? Il y a des mains qui se lèvent là? 2021. Octobre 2022. Ouais, octobre 2022. Octobre 2022, ouais. Ouais. Et qui était là les premiers jours, vraiment les premiers jours de ChatGPT. Ok. Et vous avez vu l'évolution là entre temps parce que... Donc ChatGPT c'est le plus connu. Copilot, je pense que vous avez suivi le fait que Microsoft. D'abord une première question que j'ai. Avant cela, une autre question. Qui connaît Perplexity? Il y a moins de mains qui se lèvent. Ah, il faut connaître. S'il a fait ça. Oui, je connais. C'est quoi la différence entre ces trois IA? Juste Perplexity. Ouais, super, vas-y. Perplexity, c'est vraiment la fusion entre Google et ChatGPT. Ok. Ça vous permet de faire des recherches, d'avoir vraiment tout le contexte qui est derrière. Enfin, où est-ce qu'il est parti chercher la source, etc. Ça, c'est un gros défaut de ChatGPT dans la version gratuite. Bon, là, ils ont ajouté la fonction recherche gratuitement. Mais là, par exemple, si je vais aller chercher, je sais pas, mon Premier ministre France, truc que tout, on ne sait pas s'il est à jour. Mais voilà, il va aller chercher les données quelque part, et donc il vous donne en fait la source, les sites du gouvernement qu'il a utilisé, Wikipédia, etc., etc. Et après tout le contexte. Donc au fur et à mesure, vous avez en fait la source qu'il a utilisée pour rédiger une partie du texte. Ok. Donc pour tout ce qui est recherche internet avec source, c'est vraiment excellent. Pour les universitaires surtout. Ouais, j'ai fait toute ma bibliographie de thèse grâce à Perplexity. La différence avec ouais, Jamel? C'est la question que je voulais poser à l'autre, la différence avec le Copilot. Donc moi j'utilise Copilot quotidiennement, et c'est la même chose. Je veux dire, ça donne les sources Copilot. Moi je connais un expert de chez Microsoft, on va voir. Non, ça donne. Moi je connais moins Perplexity, c'est grâce à lui que j'ai fait quelques tests. Maintenant il y a aussi un truc qui s'appelle ComparaI. Donc vous me donnez un prompt, il va aller faire tous les LLM qui existent. C'est bien ça, on peut se faire plaisir. Après, c'est qu'il y a la recherche, il y a ce qu'on fait dans tous les jours. Qu'est-ce qu'on va faire de ce genre d'outils? Parce que tous les jours, vous allez avoir des outils. À peine on a fini ça, le pendant qu'on est en train de faire, ils auront d'autres outils. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on va faire les frontières? Et comment on va protéger les données aussi de l'entreprise? Donc Copilot, c'est un peu ça. Donc effectivement, on travaille avec ChatGPT, parce que c'était très très bon comme moteur, mais on en avait d'autres aussi. Aujourd'hui, quand vous prenez un Copilot, c'est pareil, pour les concurrents, ils vont tous arriver, chacun va arriver à ce genre de stratégie. C'est une plateforme qu'on fait sur l'IA. D'accord? Donc tous les trucs qu'on a définis, on l'a. Par exemple, s'il y a un nouveau acteur comme DeepSync qui arrive,
Et ben aujourd'hui, il est aussi dans les gens ne savent pas, c'est dans Copilot. Parce que c'est des trucs ouverts. Donc tout ce qui est ouvert sera intégré dans GitHub. Pour ne pas être technique, c'est des librairies. Et ben, peu importe, il y aura des gens qui vont faire pour la pharma, il y aura des gens qui vont faire se spécialiser. À partir de l'instant, c'est ouvert, on a cette plateforme. Et après, pour aller chez vos clients, par exemple, nous, ça s'appelle Copilot. C'est le nom est pour une fois, notre marketing a fait du bon boulot, c'est bien choisi, c'est un pilote avec vous, mais c'est vous qui êtes maître. Le Copilot, c'est surtout ça l'idée, que vous êtes maître, c'est vous qui allez définir où est-ce qu'il s'arrête. Pour revenir dans l'exemple, si Copilot pour Office 365, effectivement, il y a un Copilot. Okay, il y a des gens qui utilisent Teams. Ben voilà, donc à la fin de la réunion, maintenant, si vous avez dans Copilot est intégré chez vous, vous pouvez faire un résumé. Mais c'est assez génial en fait. Quand vous pensez que quand une réunion comme ça qui dure 1h30, vous faites le résumé, ben, vous avez déjà le gros point. Vous pouvez ne pas faire le lien et on arrivera dessus. Vous pouvez même mettre un agent qui va vous faire le meeting à votre place. Donc c'est assez intéressant quand vous voulez faire 2 meetings et les trucs les plus importants, on n'en avait pas besoin. Ben, effectivement, vous avez le résumé et vous pouvez interroger sur le résumé. Qui a dit quoi? Pourquoi j'ai cette action? Et vous savez exactement qu'est-ce qui s'est passé. Et comme la vidéo, si Teams a été enregistré en vidéo, vous savez exactement qui a parlé, quand est-ce que ça s'est passé. Vous avez tous ces intéressants. C'est super intéressant parce que quand vous êtes dans un milieu professionnel et que vous avez beaucoup de meetings, rien qu'à faire le résumé, vous savez, si vous avez fait le résumé, c'est pénible. Et donc là, au moins, il est assez bien fait. Vous vérifiez quand même, on peut avoir des hallucinations. Donc c'est un gain de temps, voilà, c'est une bénéfice immédiate. Une bonne transition sur un mot qui a été prononcé par Sandana. C'est quoi un agent IA? Qui a déjà à main levée entendu ce mot agent IA? Ok, donc la moitié de la salle. Vous voyez, ça commence à se rétrécir. Donc un agent IA, parmi ceux qui ont déjà entendu parler, qui peut donner des éléments de réponse. C'est quoi un agent IA? Par Yacine. Oui, vas-y Fatima. Claude. Claude, est-ce que c'est un agent IA? Est-ce que c'est un agent IA ou pas? Non. Non. En tout cas, il m'a bien aidé. Un agent IA. Je sais pas. Ouais. Valentin. Oui. C'est toi? Oui. Vas-y. Non, c'est souvent c'est une IA de génération de texte, mais auquel on a donné un champ d'action, c'est-à-dire qu'elle est capable, en gros, d'appuyer elle-même sur le bouton envoyer le mail, de choisir elle-même le destinataire. Et donc, par exemple, dans des tâches de gestion de communauté ou de marketing, ça va permettre d'automatiser la communication avec tout un tas de personnes. Ok. Et, en fonction du champ d'action qu'on lui donne, des actions qu'on a programmées qu'on lui a données à disposition, elle va pouvoir faire tout un tas de choses différentes. Ok. Merci Valentin. Quelqu'un d'autre? Au fond à gauche. Moi j'en ai entendu parler, mais je n'ai pas forcément l'expertise dessus. Mais je pense que l'exemple le plus parlant pour la majorité, ça peut être par exemple les chatbots. Lorsque par exemple vous êtes sur un site internet et que par exemple vous n'avez pas forcément la possibilité d'appeler un service client ou autre, vous avez généralement une petite icône tout en bas à droite qui vous demande de poser quelques questions. Donc on a aussi un élément dont on parlait tout à l'heure. De dégager le maximum du temps possible sur les tâches qui ne sont pas forcément à haute valeur ajoutée. Et je pense que c'est le bon exemple pour synthétiser au maximum ce que Merci. Oui. C'est une IA qui est en capacité d'utiliser des outils qu'on lui met à disposition pour parvenir à un but et non pas à la réalisation d'une tâche. D'accord. Ce que je retiens sur agent IA, même sémantiquement, dans agent, il y a agir. Au-delà d'aller chercher l'information, il y a après agir, faire des tâches. Donc là, vous avez tous très bien défini ce qu'était un agent IA. Là, un petit exemple sur comment en déployer un. Donc je ne sais pas si vous arrivez à lire. Donc là, je suis sur Mistral. Mistral qui met gratuitement à disposition le paramétrage d'agent IA. Gemini le font aussi dans une version gratuite. Donc c'est tout pareil, sauf qu'on passe un peu en mode programmation, mais il y a des outils qui permettent de, sans coder un langage de programmation, de prendre en main ces agents IA là. Donc tout simplement, il faut aller sur Mistral, vous faites essayer l'API ici, et puis vous arrivez ici, créer un agent. Donc si je vais ici dans créer un agent, je peux choisir parmi tous leurs modèles, un modèle qui existe, donc vous en avez des gros, des petits, etc. etc.
Et en fait, ici, vous allez donner les instructions de l'agent. Ok. Donc, moi, j'avais mis dans mon exemple un agent qui allait trier mes mails. Donc, ce que je lui ai dit, c'est que je vais te donner le contenu d'un mail. Tu vas juste me dire si c'est urgent ou non. Et après, tu vas me mettre une étiquette, par exemple, administrative, recherche, mail d'un client ou autre. Ok. Et en fait, comme ça, de fil en aiguille, je peux lui donner des instructions, je peux lui donner des exemples de démonstration. Ok. Je lui donne le contenu d'un mail, je lui donne un exemple de sortie. Par exemple, relance URSAF. En exemple de sortie, je mets c'est urgent, c'est administratif. Surtout qu'ils ont baissé, la TVA, là maintenant c'est 25 000 €, donc voilà. Ouais, bon, ça on en parlera après. Et vous pouvez créer comme ça plein d'agents IA. Des agents IA qui vous permettent de générer des factures dès qu'un client vous répond, etc., etc. Donc le but, ça ne change pas grand-chose de ChatGPT, c'est juste qu'au lieu d'aller sur ChatGPT, donner le fichier joint, etc., je paramètre l'agent et je l'importe dans ce qu'on appelle soit du code, si vous savez coder, mais vous avez des outils d'automatisation. Vous avez Make N8N, et donc vous pouvez l'insérer au sein d'un scénario en fait. Par exemple, vous allez ici, vous avez aussi Power App chez Microsoft. Et donc là, vous pouvez créer des scénarios. Donc par exemple, ici, je vais aller chercher le Gmail, je vais connecter mon Gmail. Ensuite, je peux lui dire watch email, create draft, etc., etc. Donc là, par exemple, ça va directement créer le mail, mais c'est pas la bonne chose. Je vais juste aller éditer ça. Alors, par exemple, dans un premier temps, sur ce que je veux faire moi, je vais plutôt aller sur Gmail, je vais watch mes emails, ok. Ensuite, je vais importer mon agent IA. Donc ici, si je tape Mistral, s'ils ont fait le travail, vous les avez ici. Donc normalement, vous avez une partie agent. Donc ici, il faut aller là-dedans, il faut faire la connexion, paramétrer l'agent que vous avez déployé là-bas. Et puis après, vous rebouclez sur Gmail pour mettre que l'email a été read s'il n'est pas important, move on email. Donc le but, c'est d'aller le mettre dans une classification pour que ça soit bien trié. Et vous pouvez faire fonctionner ça toutes les 15 minutes. Ça, c'est un exemple d'agent. Les agents, vous pouvez en paramétrer des milliards suivant vos tâches. Ok. Ouais. Avant de te donner la parole, Sandana, pour commenter ça, je veux juste que vous vous rendiez compte des grossières. Il est parti vite, il a expliqué ça en 2 minutes. Je vais déconstruire dans votre cerveau le fait de dire « Ah, mais attends, passez-moi le terme, c'est quoi ce bordel ?» Et ça va vite. Peut-être que vous n'avez pas tout compris, mais rendez-vous compte de la simplicité. Il est en train de connecter des ronds. Avant, il fallait coder tout ça. Là, ce qu'il a fait là, en 2 minutes, c'était rapide, je vous l'accorde. Imaginez-vous, si vous faites un atelier avec Alain pendant 2 heures, vous mettez en place un outil qui automatise la réponse de mail, qui rend pertinent le truc. Qui d'entre vous n'est pas revenu de vacances au bout d'1 semaine et a vu 600 mails et il faut les trier et tout? Imaginez-vous, passez 2 heures avec Alain, il vous explique ça. Encore une fois, c'est que des ronds qui connectent. Il n'y a eu aucun code informatique. C'est ergonomique, c'est coloré. Au bout de 2 heures, tout le monde dans la salle, même les novices premier niveau, sont capables de comprendre ce qui se passe et implémenter et agir. C'est incroyable ce qu'il se passe. Pour gagner, je sais pas moi, j'ai déjà passé toute une journée à trier mes mails, à lire, etc. Là, vous faites ça, j'appuie sur un bouton, 10 minutes, 1 minute après, tout est trié. Et puis, je sais que sur les 800 mails, sur les 500, j'en ai que 30 qui sont très importants, qu'il faut que je traite dans l'heure. Et voilà. Et c'est bon, j'ai répondu au truc stratégique. Donc c'est quand même incroyable ce qui se passe. Yacine, et après je passe à... Je sais pas si peut-être c'est ce qu'il allait dire. Moi, je suis pas d'accord que c'est pas un agent IA. Un agent IA, c'est censé apprendre et s'adapter. Ça, c'est de l'automatisation simple. Ouais, c'est de tu parles de reinforcement learning. Ouais, mais un agent IA, c'est censé... Il y a du reinforcement learning derrière. Et c'est censé s'adapter. Apprendre et s'adapter. Ouais, c'est pas seulement ça. C'est pas vraiment des agents IA. Agent IA premier niveau. Ouais, ça c'est le nom. Par abus de langage. Par abus de langage, ça rentre quand même dans. Mais c'est un abus de langage techniquement et je suis d'accord avec toi. Moi j'adore le débat parce que c'est vrai que c'est passionnant. Donc chacun a un avis, mais en fait,
Je vais essayer de donner une définition simple, puisque c'était ça la question originelle. L'agent, par rapport à ce que là, on avait démarré, où on utilise ChatGPT, vous êtes devant votre écran, vous interrogez, etc. Il vous donne des documents, patati patata. L'agent, c'est plus dans le milieu professionnel que vous allez voir. Dans les entreprises, quelles sont les tâches que vous pouvez automatiser? Derrière, c'est toujours l'IA que vous utilisez, sauf que vous n'êtes plus devant. Vous avez fait ça, ça devient un programme, et vous l'automatisez. Par exemple, prenons un exemple concret. L'ouverture des mails, vous trouvez toutes les factures qui sont attachées aux emails, vous le mettez dans votre ERP SAP et vous envoyez au paiement. C'est rébarbatif comme tâche. Pardon, les experts comptables, parfois ils ont de l'aide, parfois ils sont obligés de le faire. Donc quand vous mettez 10 000 factures à payer dans un mois, juste avant la clôture, eh ben, l'agent, si vous l'automatisez, il va peut-être le faire une partie pour votre place. Ça, vous pouvez imaginer dans chacun de votre métier des agents. Et effectivement, tu as raison, c'est des choses, les interfaces deviennent plus simples. Et ce qu'on appelle le low-code, no-code. Je ne sais pas si vous avez bien, donc Power Automate que tu as voulu citer, tout ça, c'est un des outils que nous on fait. Il y en a plein, il y a eu PAF, etc. Peu importe, c'est toujours le même principe. Au lieu de coder, vous allez faire un workflow. Alors, workflow, je ne sais plus comment traduire. Chaîne de travail. Chaîne de travail, voilà. Un chaîne de flux. Vous dites, je fais sa tâche, ouverture des emails, je trouve les factures, je l'upload dans SAP, etc. Ça, vous êtes capable puisque c'est votre métier. Et simplement, c'est juste avec ça, vous dites clic, et puis ça devient votre agent. C'est votre assistant. C'est quelqu'un qui faisait cette job-là. Nous ne rentrons pas dans le débat, est-ce que c'est moins de boulot, tout ça, c'est pas ça le sujet d'aujourd'hui, mais vous automatisez les tâches. Donc vous pouvez créer plein d'agents selon vos métiers. Et c'est derrière, c'est l'IA qui le fait. Donc derrière, il y a une puissance de calcul et il va aller chercher les données tout seul. Vous n'avez jamais dit où sont votre serveur, où sont vos emails. Vous n'avez jamais précisé. C'est lui qui a trouvé. C'est ça la puissance des agents. Merci. La suite. Alors, du coup, justement, vous voyez, donc, le titre de la conférence, c'était de vous amener vers là. Ce qui change en 2025. Je prends une parole de Grégory Renard, c'est celui qui a co-construit la stratégie France 2030 avec l'Élysée, qui est implanté à la Silicon Valley là, depuis une vingtaine d'années, et qui nous a fait une masterclass. Et c'est marrant parce que l'année dernière, et on a eu aussi une masterclass, et on a changé, on a vu le changement d'État. Il nous disait, en fait, tout ce que vous avez vu avant 2025, c'était juste préparatif à ce qui va arriver à partir de cette année. En fait, le travail préparatoire du lancement de ChatGPT, etc. Maintenant, là, on y arrive, c'est vraiment l'année du lancement des agents. Et c'était là où on voulait converger sur l'automatisation et puis lancer voilà, des travaux. Donc là, c'est de voir les dernières évolutions qui a été enclenchée en 2025. On va commencer avec DeepSeek, qui a été un gros challenger qui est arrivé face à ChatGPT. Vous avez tous suivi? Est-ce que vous avez suivi? DeepSeek, ça vous parle à tous ou pas? Oui. DeepSeek, c'est une intelligence artificielle développée par la Chine qui est venue concurrencer ChatGPT à moindre coût, surtout leur modèle R1. Du coup, c'est un modèle qui est capable d'intégrer une sorte de réflexion. Donc, si vous promptez, de base, l'IA vous répond quelque chose, mais on ne sait pas trop pourquoi. Le fait est d'avoir rajouté cette couche de réflexion, elle vous permet de comprendre pourquoi elle a produit ce résultat-là. Et donc ça a été un modèle développé par la Chine à moindre coût, ce qui a fait qu'il y a eu pas mal d'effondrements boursiers au niveau Nvidia, OpenAI et tout. Franchement, une question que je me suis posée, tout le monde, comment c'est possible que la Chine elle développe un modèle à 10 millions d'euros, à moindre coût, et puis alors que ça coûtait 100 fois plus pour les concurrents, pour les Américains. Il y a des avis? Le loup ne court jamais le ventre plein. Comment? Le loup ne court jamais le ventre plein. C'est parce qu'il y a de la contrainte qu'ils ont réussi à créer. OpenAI, c'est parce qu'ils avaient de l'argent à profusion, donc forcément, ils ont commencé à se lever. Je pense que le salaire minimum chez OpenAI, ça doit être 1 million par an. Donc forcément, à un moment, quand tu n'as pas besoin de contraintes de GPU, tu dis ah ben en fait, il faut que j'en prenne plus de data, bah ok, j'achète plus de GPU. Maintenant, quand on te dit non, en fait, tu n'as plus le droit d'avoir des puces Nvidia, maintenant tu dois juste utiliser les puces que tu avais chez toi, etc. Bah là, tu te dis ok, j'ai pas accès à tout ça, comment est-ce que je peux faire quand même pour avoir ça?
Je pense que c'est la même chose pour, par exemple, les personnes qui viennent, qui n'ont pas des parents qui peuvent leur donner des profs particuliers, toutes ces choses. On parle de la Chine. Tu m'aurais dit pareil sur regarde à la télé. d'autres pays, sur l'Algérie, sur le Sénégal, l'Afrique. C'est mieux. Et du coup, ça m'a questionné. Je dit, du coup, en fait, c'est possible. Bien sûr, là, on parle de la Chine. Bien sûr, mais en fait, ils avaient des contraintes parce que en fait, des GPU, des puces de transfert. Par contre, il y avait déjà aussi, c'est pareil comme un peu partout en Asie, il y avait déjà énormément de savoir-faire en fait. Les universités chinoises, elles sont souvent classées dans les meilleures, etc. Donc, c'était des personnes qui étaient déjà extrêmement fortes en intelligence artificielle, en mathématiques, etc. Donc réduire les capacités de calcul, c'était quelque chose qui était à leur portée. Juste pour compléter ce que vous venez de dire, monsieur, c'est ce que je voulais dire. En fait, c'est au niveau du hardware. OpenAI, ils ont utilisé des derniers cris de GPU, qui coûtent une dizaine de milliers d'euros. Et dans la guerre commerciale qu'il y a entre la Chine et l'Amérique, les Américains ont interdit l'export des GPU au niveau, haut de gamme, et du coup la Chine, donc avec les DeepSeek, ils ont entraîné leur modèle sur des d'entrée de gamme, on va dire, beaucoup moins cher, et en optimisant le code, comme c'est en plus c'est de open source DeepSeek, donc c'est totalement ouvert et c'est déjà optimisé, et c'est là qu'il y a eu ce gain, il y a une échelle de disques en fait, entre 10 millions et 100 millions pour OpenAI. Plus. Donc, alors, 100 millions c'est les chiffres, moi j'ai entendu 6 millions. 6 millions pour la Chine et 10 millions et 100 millions pour OpenAI. C'est les chiffres officiels. Après, effectivement, il y a les coûts salaires, etc. Mais l'explication fondamentale, elle se trouve dans le hardware. Ok. Oui. Très rapidement, je voulais juste rebondir sur le sujet économique entre la Chine et les États-Unis. Déjà, dans un premier temps, c'est pas tout à fait exact dans la mesure où la Chine a délibérément, on va dire, outrepassé ces restrictions en passant par Hong Kong pour pouvoir faire les commandes de GPU pour NVIDIA. Dans un second temps, et un des aspects qui m'intéresse le plus, c'est la partie pédagogie et apprentissage. C'est vrai que d'un point de vue culturel, en Chine, il y a beaucoup plus d'appétence sur la partie mathématiques, programmation, etc. C'est vrai qu'ils ont un bon train d'avance par rapport à cette partie-là. De plus, l'aspect pour moi qui est le plus important sur cette guerre entre guillemets économique et technologique, c'est le partenariat, les différents partenariats qu'on peut trouver entre le privé et le public pour tout ce qui est technologie. Parce que c'est vrai que là, on va assister de plus en plus à une guerre entre la Chine et les États-Unis par rapport à qui va produire le plus efficacement et de manière la plus puissante possible. Et c'est vrai que le gouvernement chinois a beaucoup insisté ces dernières années sur un partenariat privé-public pour essayer de développer au mieux des compétences technologiques et des nouvelles fonctionnalités qui pourront justement essayer de changer le monde. Ok, merci. Je voulais juste rajouter deux petites choses. Premièrement, c'est du déclaratif. Donc, ce que DeepSeek a dit. Est-ce que c'est vrai ou pas? Donc, est-ce que c'est vrai ou pas? Je sais pas. Enfin, je me rappelle du Covid, il y a eu des déclarations aussi. Voilà. Je ferme la parenthèse. Et deuxièmement, ça fait des années que les meilleurs modèles open source, depuis la sortie de ChatGPT, les meilleurs modèles open source sont produits par les Chinois. Pourquoi? Parce qu'avant Google, Microsoft, Meta, ils ont continué, merci à eux. Ils produisaient des modèles open source, Attention is all you need, etc., Transformers. Maintenant, dès qu'il y a eu ChatGPT, tout le monde s'est dit tiens, c'est le nouvel or noir, c'est le nouveau pétrole, on peut se faire des milliards. On va créer que des modèles fermés, c'est-à-dire qu'ils ont arrêté de partager avec les divisions, avec les scientifiques, leurs différents modèles. Donc forcément, en fait, étant donné qu'il n'y avait plus de partage de savoir et que tout le monde faisait son truc en silo dans son coin, il y avait moins de révolution technologique. Là où en Chine, les meilleurs modèles, ils se sont vraiment accaparés cette technologie. Et si on reprend DeepSeek, une grande partie de DeepSeek est basée sur le modèle méta de Llama, open source. Donc c'est ce qui est intéressant, et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui vont dire que c'est la victoire non pas de la Chine sur les États-Unis, mais de l'open source sur l'open source. Donc comme vous avez suivi, c'est que effectivement, en fait, pour conclure, ils ne sont pas partis de zéro.
ils sont partis sur, et même en termes d'investissement, donc il y a déjà eu des investissements en eux qui ont créé un existant, ils ont pris cet existant-là, ils l'ont amélioré. Effectivement, il y a du bien. Une question Je voulais juste rebondir sur ce que vous avez dit, super intéressant. L'AMA, le LLM de Facebook. Très vite, en fait, OpenAI ils se sont rendus compte qu'ils étaient dépendants des GPU. Et l'équipe de Facebook, ils ont fait l'AMA CPP, il me semble, qui s'appuie plus sur le CPU que sur le GPU. Enfin, du coup, pour enlever, depuis le début, en gros, on a essayé d'enlever la dépendance à la carte graphique. Et je pense que les Chinois, ils ont peut-être réussi ce truc-là. Ce pari. Ce pari, exactement. Ok. La suite. On va essayer d'accélérer parce que faut qu'on aille déjeuner après. Donc, déjeuner, désolé, je suis en décalage horaire. Donc, il y a deux trucs. Il y a GPT Task. Je ne sais pas s'il y en a qui l'utilisent ici, qui en ont entendu parler. Vous voyez, c'est quoi ou... Ouais. C'est un truc, c'est un prompt qui arrive, qui s'exécute tous les X temps. C'est à vous de le définir. Donc c'est pas mal. Ça permet d'automatiser des tâches à des heures répétitives. Donc moi, par exemple, ça me permet de faire la veille sur mon domaine, donc sur la santé et l'IA. Donc tous les jours, il m'envoie le dernier article, une liste d'articles qui viennent de sortir. Ça me permet d'être toujours à la page sur l'actualité. Une autre fonctionnalité que j'utilise, c'est un truc, je l'ai programmé aux heures où j'ai tendance à manger trop de chocolat, parce que je bosse la nuit. Et en fait, il est censé me dire d'arrêter et de faire le suivi et de me dire chaque semaine le récap, est-ce que j'ai baissé en termes d'usage de sucre. Ça fonctionne, ça fonctionne. J'ai baissé de 20%, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est un bon début. Et voilà, il fait tout le comptage de calories, combien j'ai surconsommé de sucre, etc. Donc voilà. Essayez, franchement, ChatGPT, si vous avez besoin de répéter certaines tâches, veille, actu, etc., c'est pas mal. Et puis, la prochaine grosse dinguerie qui va arriver, c'est les opérateurs IA. Donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Après les agents, on va arriver aux opérateurs IA. Ça vous parle ou pas du tout? 1, 2. Donc, pareil, petite vidéo de présentation. Donc là, c'est un équivalent de ça. Donc l'idée, c'est de lancer une IA, ça se connecte à votre navigateur, donc directement intégré à Google Chrome, Firefox, etc. Juste vous lui promptez, vous lui dites d'aller réserver votre vol, peut-être le vol le moins cher, et vous optimisez, c'est-à-dire vous dites, voilà, réserve-moi le vol le moins cher pour aller à Pondichéry, à Alger, etc. Et juste vous lui dites, vous lui laissez 30 secondes, 1 minute, il va aller sur le site, il va aller vous faire la recherche internet adéquate, le bon vol, les bonnes dates, etc. Vous vérifiez sûrement. Et en fait, il va vous faire ça. Donc les opérateurs, c'est l'IA qui se connecte à votre navigateur pour effectuer votre tâche. Donc par exemple, si vous avez besoin de revoir votre compta, etc., c'est pas mal. Allez réserver, allez booker des agendas, lire vos emails. Donc voilà. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Sandana m'a fait une petite blague, mais c'est une blague. Mais éventuellement, aller chercher des numéros de carte de crédit qui sont disponibles pour ensuite vous booker le vol. C'était une simple blague ou c'est possible? C'est automatisme dans ma tâche, il faudrait essayer. De lui dire, dans le prompt, trouve-moi une carte des numéros de carte de crédit, ouais, mais... Ouais. Autre que la mienne. Ouais, c'est ça. Ouais. Trouve-moi une carte autre que la mienne. Autre que la mienne. Ça fait préciser. Et donc c'est déjà disponible aux États-Unis et ça sera sûrement lancé courant de l'année en France. Je sais pas si ça bypass les captchas. Si, ça bypass les captchas. J'ai fait le test. Le captcha, c'est le je ne suis pas ça en gros. Oui. Bah, ChatGPT s'en sort quand même. Jusqu'à aujourd'hui. Et après, on arrive bientôt sur la fin. Il y a encore plus d'IA. Donc, c'est juste quelques outils pour vous derrière. Il y a Queen qui va de sortir. Queen, c'est une IA multimodale, donc ça a été fait par Alibaba, les gens Alibaba. Donc personne n'en parle pour le moment, mais ça va être le nouveau DeepSeek, tout le monde va en parler, j'en suis sûr. Queen, ça vous permet de vraiment interagir avec beaucoup de sources, images, vidéos, et tout ça gratuitement. Donc allez-y, parce que là, DeepSeek, malheureusement, à cause de sa success story, c'est plus trop disponible, on ne peut plus trop l'utiliser.
Oui, il a été hacké, voilà, il est souvent busy. Queen, c'est pas encore le cas. Donc vous pouvez aller dessus, vous mettez des images, ça comprend vraiment tout. Vidéo, images, son, donc c'est vraiment complet. Mais par contre c'est en Chine, donc faites attention quand même à vos données. Ensuite, vous avez un équivalent de Teams Copilot, Fireflies, je ne sais pas si vous en utilisez, il y en a plein, Otter.ai, etc., etc. Ça permet de se connecter à votre réunion. Donc moi, à chaque fois que j'ai une réunion qui se lance, j'ai Fireflies, je l'ai aussi sur mon téléphone. Pareil, il enregistre la voix, il détecte tous les gens qui sont là, il vous fait des résumés. Donc voilà, c'est un outil à avoir si vous n'avez pas Teams avec Copilot. Mais Teams avec Copilot, c'est quand même mieux pour l'avoir testé. Après, c'est toujours pareil. Ouais. Les outils gratuits, c'est très bien. Open source, etc., c'est très bien. Je ne dis pas au nom de Microsoft, c'est au niveau des données. Qui est-ce qui a les données? C'est surtout ça. Dans le marketing, on vous dit le produit, c'est vous. Et c'est vrai. À partir de l'instant où vous allez sur Facebook, peu importe dans les réseaux sociaux, vous publiez, bah oui, vous partagez, c'est vous qui le faites. Personne ne vous a demandé. Évidemment, vous avez à un moment donné un intérêt. WhatsApp, c'est facile, vous avez des communications à faire, vous envoyez des vidéos et on devient après un peu accro. C'est le principe même et ça. Donc quand c'est gratuit, se posons-nous la question, parce que c'est grâce à Anand que j'avais découvert DeepSeek 2 semaines avant. On avait parlé et puis j'avais fait des tests. Et la première remarque que je lui ai faite, c'est qu'est-ce que tu mets sur DeepSeek quand tu envoies? Parce que je sais qu'il fait des recherches, etc. Et c'est super, mais si tu mets un truc, parce que très facilement tu vas mettre et tu vas faire des recherches. Tout ce que tu mets, ça part dans le domaine public. Tout ce que tu fais, les gens surveillent. DeepSeek, c'est les premiers trucs qu'ils font. Quand tu regardes dans les trucs techniques qui ont circulé, ils se connectent à toi. Ils se connectent à ton utilisateur, où est-ce que tu es, etc. Donc absolument, ils ont la localisation, plein de choses. Tu l'as partagé. C'est ce genre de choses. Et alors que quand tu fais Teams, je ne dis pas que la technologie ne pourrait pas le permettre, mais justement, tu l'achètes pour une entreprise et tu mets ta base de données locale. C'est toute la différence. Les Américains, ils font la même chose. Hein. Exactement, c'est exactement. Non, mais quand c'est public, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de... C'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Hein. Là, dans ce qu'on a vu, il n'y a que Mistral AI qui est français, donc qui va être soumis au RGPD, au AI Act, aux règles européennes. Mais sinon, le reste... On peut en discuter. Il y a les règlements, il y a l'outil. Mistral, c'est un outil. Il est capable de faire exactement la même chose que les autres. Après, dans les entreprises, effectivement, il y a les règles. Une entreprise américaine, elle s'implémente en France, Amazon, Google. À un moment donné, ils vont arriver dans une entreprise, ils sont obligés d'utiliser le AI Act, le RGPD, etc., d'implémenter. Donc, il y a 2 trucs différents, effectivement. Mais l'outil, il est capable de faire ce qui est prévu pour. Après, pour les... Perplexity et DeepSeek, tu dois connaître, je pense, qui a annoncé au niveau, bon, voilà, au niveau RGPD et les données sensibles. On reste dans le milieu en Europe, donc il y a toujours façon de... Comme c'est de l'open source, donc tu n'as pas pris, tu connectes à Perplexity. Après, pour les plus courageux, si vous voulez vraiment pas que vos données sortent, DeepSeek, vous pouvez l'installer, il est open source, vous pouvez l'installer en local. En local, open source. Exactement. En local. Pareil pour Llama, pareil pour les SLM Confi 3 de Microsoft. Donc il y a pas mal de modèles que vous pouvez faire en local et comme ça vous êtes sûr et certain que ni Macron, ni Trump, ni qui que ce soit. C'est gentil Macron, t'inquiète. Oui. Quand vous dites en local, il va quand même se connecter. On ne peut pas vraiment installer sur nos ordi normales en fait. Parce que ça va demander énormément de GPU. Par exemple, sur les gammes de Mac, vous pouvez installer sur le MacBook Pro qui a le M4 Pro comme chipset pour l'installer. Avec au moins 16 Go de RAM. Mais ok. Ça ne tourne pas. Ça même dépend le du nombre de modèle paramètres. V1. Ça, c'est pas le modèle R1 qui a énormément de capacité de raisonnement. Ça, c'est déjà le modèle V1 qui est équivalent de ChatGPT version 4O ou même moins que ça en fait. Oui, bien sûr. Après tout a un coût. Si tu as l'infrastructure, tu payes le serveur, etc. pour faire tourner en local, tu peux. Et voilà. Soit on prend la version gratuite et dans ce cas-là, c'est nous le produit. Soit on prend la version pro, on est un peu plus dans les contraintes, voilà. Et soit on self-host en payant un coût extrêmement, mais au moins là, les données sont sécurisées. Mais dans 90% des cas d'usage de génération de résumés, etc., tu prends un small language model, oui, ou un petit Mistral, ça tourne. Il y a même des modèles qui tournent sur des téléphones portables. Donc, oui. Et le dernier truc, c'est pour les gens qui veulent peut-être se lancer en business, qui connaissent rien au coding, etc.
il y a Vercel.ai qui vient de lancer un truc qui vous permet de générer carrément des sites web juste avec un prompt. Voilà. Incroyable ça. On arrive vers la fin. En conclusion. Toute une partie IA, ouais. On va peut-être sauter, non? On va en parler au sommet. C'est juste du droit. Ouais, grave. Qui a suivi l'acte IA Act c'est deux ou trois? Il n'y a que nous qui faisons ça en Europe. Ouais. On s'embête pas avec ça. Vous pouvez poser quelques mots là-dessus? En gros, l'idée, c'est de dire que sur le papier, on souhaite réguler l'IA, mais sans bloquer l'innovation. C'est-à-dire que l'AI Act a prévu une approche par les risques. C'est-à-dire que lorsqu'une entreprise va développer un outil qui aura un impact sur au moins un Européen, c'est-à-dire que n'importe quelle entreprise, on a une entreprise en Inde, au Brésil, dès que c'est accessible à un Européen, elle doit se conformer à l'AI Act. Et par exemple, il y a différents types de risques. Donc il y a les risques qui sont dits inacceptables, c'est-à-dire par exemple tout ce qui est biométrique, tout ce qui est identification de la personne, comportement, score social. Ça c'est interdit, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'en créer. On a les risques qui sont ce qu'on appelle des IA à haut risque. Là c'est tout ce qui va, moi je vous dis, toucher à l'habeas corpus, c'est-à-dire ça va avoir une influence sur votre personne ou sur votre carrière, par exemple tout ce qui est ressources humaines, etc. Donc là, c'est IA au risque, et dans ce cas-là, en fait, on a besoin d'avoir une conformité avec une cellule en fait éthique. On a aussi plusieurs régulations qui se posent. Après, il y a tout ce qui est IA à faible risque. Donc là, on parle de chatbot, images, etc. Là, on est obligé d'annoncer à l'utilisateur qu'effectivement, il utilise une IA, parce que comme on a parlé du test de Turing, en fait, les personnes, elles peuvent ne pas savoir que c'est une IA, etc. Et après, il y a tout ce qui est donc risque minimum. Là, on parle de Siri, de jeux vidéo. Vous savez, dans les jeux vidéo, vous avez des personnages qui peuvent vous parler. Ben là, en fait, il n'y a pas vraiment d'obligation. Après, il y a une charte de bonne conduite, etc. Mais l'objectif de tout ça, c'est d'éviter les biais, parce qu'en fait, l'IA va exploiter au maximum les biais en fait, qui sont humains. Hein. Et c'est comme ça que Amazon, par exemple, ils ont créé une IA à haut risque pour filtrer les CV, parce qu'ils en recevaient des milliers. Et à un moment, ils se sont rendus compte qu'ils ne recevaient aucune femme en entretien. Ah bah tiens, bizarre. Bah oui, c'est parce qu'en fait, dans les biais, dans les CV qu'ils avaient donnés à l'IA, il n'y avait que des hommes. Parce que c'était leur top management et il y avait trop d'hommes. Merci. Je vous propose de conclure cette conférence débat, table ronde, appelez ça comme vous voulez. Et du coup, le mot de la fin. Donc, je crois qu'on a bien commencé en disant que l'IA est un outil qu'il faut s'en saisir. Donc, si on veut faire le bien, on peut faire le bien. Si on veut faire le mal, on peut s'en protéger. Donc voilà, en tout cas, merci. Je pense qu'une deuxième édition s'impose pour aller plus loin, dès qu'il y aura un peu plus de révolution, c'est-à-dire dans un mois et demi. On va essayer de continuer d'autres tables rondes. On propose aussi d'autres thématiques. Donc pour nous suivre, on a mis les QR codes pour nous soutenir. Donc voilà, et si jamais un petit mot sur le lycée français, actuellement ils ont besoin d'un peu de tout pour fonctionner, pour étudier les nouveaux sujets de bac, etc. Donc si votre entreprise peut verser la taxe d'apprentissage en quelques clics, vous pouvez revenir vers nous. Et puis merci aux speakers d'avoir été là. Et puis... Merci beaucoup pour votre bienveillance aussi, mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'experts sur l'IA, donc c'est un bon domaine. Effectivement, avec Anand et moi, on était en train de discuter comment suivre, parce qu'on savait qu'il y aurait quand même pas mal de questions, mais on voulait faire d'abord, c'est un ballon d'essai. On va revenir rapidement avec vous, on a un certain nombre d'idées, mais si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à réagir sur LinkedIn ou sur Facebook, on va tous les lire. En tout cas, merci beaucoup et super d'avoir participé avec vous. Moi, j'ai retenu un truc, je ne reviens pas vers vous, je vais sur ChatGPT. Mon mot de la fin, il sera très simple. Avant d'avoir la conclusion par justement LFIP Alumni, tout simplement, allez-y, allez tester. Quand vous entendez un nouvel outil, Claude, DeepSeek, vous tapez sur Google DeepSeek, je télécharge et je teste. Et tout seul,
encore une fois, le cerveau humain, il est 10 fois, 100 fois, 1 million de fois plus, comment dirais-je, en mesure d'analyser ce qui se passe. Faites-vous confiance. Faites confiance en votre humanité, en vos compétences humaines pour, comment dirais-je, trier, prendre de la hauteur. Mais faites les choses. Quand ChatGPT est sorti, on lançait des sondages et en fait, la génération Z utilisait ChatGPT à plus de 82%. Là où les 40-50-naires, c'était 21 ou 22%. Surtout pour les devoirs. Ouais, surtout pour les devoirs. Non, mais devoirs ou pas devoirs, les jeunes ils se posent moins de questions que nous. Ils y vont, ils testent, etc. Et là, nous, pourtant avec notre bagage, on va tourner autour de l'objet avant de l'utiliser. Pour le coup, ce sont des outils. Voilà, il faut y aller, il faut télécharger, jouer, puis tout seul, on va se faire une petite bibliothèque, trier les outils. Ouais, allez-y, allez-y, Je vais me permettre, Mourad, volontairement de te couper. Là, tu Ouais. viens de dire, c'est un très bon exemple pour en venir, l'IA. Technical skills ou soft skills? Je dirais les deux. Tu viens de dire que le choc générationnel, l'attitude à adapter, nous on est plus réticents, parce que c'est un changement. IX formation, voilà. La résilience, on y va, on n'y va pas, d'autres générations. Donc moi je dirais les deux. Ça reste que mon avis personnel, je ne sais pas pour la salle, mais voilà. Le mot de la fin de la fin. Le mot de la fin de la fin, avec une voix un peu cassée, désolée. Merci encore à tous et toutes. Merci à nos orateurs. Ce fut une première édition pour LFIP Alumni d'organiser cette table ronde et nous souhaitons vraiment qu'il y en ait d'autres. Donc merci pour tous ceux qui se sont inscrits donc pour le dîner et ou prendre juste un verre. Ça se passe juste à côté, donc on y va tous ensemble. Vous nous attendez juste à la sortie de l'ENS et on y va. Et avant ça, s'il vous plaît, bougez pas. Photo, s'il vous plaît. On se lève. On regarde pas. On se débat. Bien, bien, bien. C'est bon? 1, 2, 3. 1, 2, 3.